Bonjour à tous et bienvenue sur ma première vidéo sur l'histoire et notamment l'histoire de la mode. Je m'appelle Emeline Angela, je suis une passionnée d'histoire et de plein d'autres choses, la comédie, le chant, etc. Et j'ai envie de vous faire découvrir l'histoire, dans cette vidéo, de la mode en Égypte antique. Alors, premièrement, nous allons commencer cette petite conférence. Alors, la mode en Égypte antique n'est pas un bloc immobile de drapés blancs. Sur plus de 3 millénaires, elle évolue avec la technique textile, l'organisation sociale, les usages religieux, les échanges à longue distance et les contacts politiques avec la Nubie, le Levant, la Perse puis le monde grec. Le fil rouge le plus constant reste le lin, issu du flax. Mais sa finesse, son traitement, son plissé, sa transparence, sa mise en volume et les accessoires qui l'accompagnent changent nettement selon les périodes. Pour respecter votre organisation chronologique stricte, j'emploie ici les bornes les plus courantes dans les plus grands corpus muséaux et académiques consultés. Période pré-dynastique vers 4400-3100 avant notre ère, Ancien Empire vers 2649 à 2130, Moyen Empire vers 2030 à 1650, Nouvel Empire vers 1550 et 1070. À 1070, troisième période intermédiaire, vers 1070 à 664, puis période tardive au sens large de la basse époque aux horizons perses et ptolémaïques. Ces dates peuvent varier légèrement d'un musée à l'autre, mais elles restent cohérentes dans les références de travail du Met, du Louvre et des collections universitaires. Vous trouverez un chapeau, bref un script intégral prêt à lire, un tableau comparatif synthétique par période, puis des suggestions visuelles appuyées. Bon, c'est ce que je vais vous dire, je ne vais pas vous le faire lire, je vais vous le dire d'abord sur des sources muséales officielles et en complément sur des publications académiques ouvertes. Ce que je vais vous raconter fait environ 1450 mots, soit environ 10 à 11 minutes de lecture. Un débit de voix style podcast parce que j'ai un super casque Sony à fil parce que moi je préfère le fil que le Bluetooth, un joli casque rose qui me ressemble parce que je suis une Barbie. Bon, chapeau proposé pour ma vidéo. Et si l'histoire de l'Égypte antique se lisait aussi dans un pli de lin, une perruque, un collier ou une paire de sandales, de la robe de Tarkhan aux silhouettes égypto-perses de l'époque tardive, ma vidéo raconte comment les Égyptiens ont habillé le corps pour dire le rang, le genre, le sacré et leur place dans le monde. Bref, on part d'un des plus anciens vêtements tissés, connus, on traverse la codification de l'Ancien Empire, le raffinement du Moyen Empire, l'explosion cosmopolite du Nouvel Empire, la monumentalité funéraire de la troisième période intermédiaire, puis les jeux de mémoire et d'influences étrangères des périodes tardives. Aujourd'hui, on va raconter une histoire qui passe par des tissus, des plis, des bijoux, des coiffures, bref, par tout ce qu'on appelle la mode. Pas la mode au sens des podiums, bien sûr, mais la manière dont les anciens Égyptiens ont habillé le corps pour dire qui ils étaient, leur genre, leur statut, leur métier, leur rapport au sacré et même leur place dans le monde. Et ce qui est fascinant, c'est que cette mode n'est pas figée. Elle change lentement, parfois très visiblement, à d'autres moments. Alors remontons le Nil, période après période. Commençons avant les pharaons, pendant la période pré-dynastique, vers 4400 à 3100 avant notre ère. On imagine souvent ce temps comme très rudimentaire. Pourtant, les textiles existent déjà et ils peuvent être étonnamment sophistiqués. L'exemple le plus célèbre, c'est la robe de Tarkhan, en lin tissé conservée au UCL Petrie Museum. Elle présente une encolure en V, des manches ajustées et des plis visibles autour du haut du vêtement. Autrement dit, dès la fin du 4e millénaire, avant notre ère, on sait déjà filer, tisser, couper et assembler un vêtement complexe. Les parures jouent aussi un rôle essentiel. Bracelets en coquillage, perles, palettes à phare. Et dans la transition vers l'époque dynastique, les premières images royales montrent déjà que l'habit et l'accessoire servent à signifier le pouvoir, comme sur l'étiquette en ivoire des sandales du roi Den.
Le climat chaud favorise les étoffes légères et les échanges à longue distance existent déjà. Certaines matières précieuses comme le lapis lazuli arrivent très tôt d'Asie centrale tandis que les coquillages... Petit bug technique. Pardonnez-moi. Tandis que les coquillages et autres ornements circulent déjà bien avant l'âge classique des pharaons. Avec l'Ancien Empire, vers 2649 à 2130, avant notre ère, l'Égypte entre dans l'âge des pyramides, mais aussi dans l'âge des codes vestimentaires très lisibles. Le lin domine nettement. Les ressources pédagogiques et les objets conservés montrent qu'il s'agit du tissu quotidien par excellence, léger, propre, adapté à la chaleur, souvent blanchi au soleil. Pour les hommes, la silhouette emblématique est le pagne, ou le kilt, plus ou moins long, parfois à bord arrondi. Pour les femmes, c'est la robe longue et étroite, très près du corps, parfois à bretelles, parfois à manches, selon les cas conservés. La robe de déchachet, oui, c'est ça, chécha, déchachet, daté de la vie dynastie, de la 5e dynastie. Je l'ai dit en chiffres romains, oui, j'ai pas faux. Vème dynastie, 5e dynastie, montre justement une version à manches de cette silhouette féminine longue et étroite. Dans la statuaire du Louvre, les couples de l'Ancien Empire montrent très bien ce code. L'homme en pagne, la femme en robe, chacun avec une coiffure ou une perruque bien distincte. À ce stade, le vêtement ne sert pas seulement à couvrir, il hiérarchise. Les sources muséales rappellent que le rang se lit dans l'habit, la coiffure et les attributs. Les personnes les plus aisées portent des perruques, des colliers, parfois des sandales. Les enfants apparaissent souvent avec la fameuse mèche de l'enfance, et les prêtres dans les contextes rituels sont associés à des têtes rasées et à des vêtements de pureté. Même les plis peuvent compter. Le lin peut conserver des plis naturels après lavage et torsion, ce qui donne aux vêtements un tombé très reconnaissable. Puis vient le Moyen Empire vers 2030 à 1650 avant notre ère. Après une phase de fragmentation politique, l'Égypte se recompose et cela se sent aussi dans la culture matérielle. Les principes anciens restent bien présents, mais ils sont retravaillés avec plus de nuances. Les textes et les objets montrent que le textile a alors une valeur économique importante. Le lin peut même servir de moyen de paiement au même titre que le grain, le cuivre ou l'argent. Côté silhouette, on retrouve toujours les robes longues, féminines, mais aussi chez les hommes de haut rang, des effets de superposition. La statuette de Wa, au Metropolitan Museum, est particulièrement parlante. Sous un vêtement enveloppant en lin, probablement celui d'un officiel, apparaît encore le kilt le plus court porté en dessous. Cela montre que le costume ne remplace pas seulement l'ancien modèle, il le complexifie. Les bijoux, eux, deviennent de véritables concentrés de prestige et de cosmologie. Le pectoraux et collier de Citatori-Unet, Omet, associe or, cornaline, lapis lazuli et turquoise. Et ces matériaux racontent déjà le commerce. La turquoise vient du Sinaï, le lapis lazuli, lui, arrive d'Afghanistan. Et en plein d'autres termes, le costume de cour du Moyen Empire est local dans sa coupe, mais déjà connecté à des réseaux très lointains par ces matières. Le Nouvel Empire, entre 1550 et 1070 avant notre ère, est sans doute le grand moment de spectaculaire dans l'histoire de la mode égyptienne. L'Égypte devient une puissance impériale tournée vers la Nubie, le Levant et la Méditerranée orientale. Le lin reste la fibre reine, et il est encore largement tissé sur des métiers horizontaux. Mais le goût change, franchement. Plissé plus travaillé, étoffe plus fine, jeu de transparence, manches, châles, superposition et travail du cuir beaucoup plus élaboré. Chez les hommes, on voit des pagnes plissés, parfois accompagnés de chemises à manches plissées ou de drapés souples. Chez les femmes, les robes drapées se multiplient, accompagnées de longues perruques enveloppantes. Un beau résumé de cette mode tardive du Nouvel Empire apparaît à la fois au British Museum et au Louvre. Le British Museum décrit pour une statue de couple une femme portant une grande perruque de type à la mode dans la seconde moitié de la 18e dynastie et une robe drapée nouée sous le sein. Le Louvre montre aussi sous Amenhotep III un homme en panne plissée et chemise à manches plissées, à côté d'une femme à longue perruque et robe enveloppante.
Dans les peintures de banquet, comme celle du British Museum, toujours, les accessoires explosent littéralement. Boucles d'oreilles, larges colliers, bracelets, armilles, bagues, ceintures et danseuses. Même les cônes de parfum et les fleurs de lotus participent à la mise en scène du corps. La chaussure suit le mouvement. Le cuir atteint alors un haut niveau de raffinement avec des décorations colorées et les études techniques montrent que le Nouvel Empire est un sommet pour l'artisanat du cuir. Socialement, le vêtement reste très codé. Les sources du maître rappellent qu'au Nouvel Empire, la prêtrise devient une fonction exclusivement masculine, tandis que les femmes conservent des rôles religieux importants, notamment comme musiciennes de temple ou comme épouses du dieu d'Amon à Thèbes. Et si cette mode devient plus riche, c'est aussi parce que l'Égypte échange énormément. Les scènes du Nouvel Empire montrent des marchands levantins dans les marchés du Nil, apportant notamment huile, vin et argent, pendant que les styles et les idées circulent avec eux. Après cet éclat vient la troisième période intermédiaire entre 1070 et 664 avant notre ère. Politiquement, le pouvoir est plus diffus. Artistiquement, en revanche, cette période prépare beaucoup de ce qui va marquer le premier millénaire. La mode y devient très visible dans les objets funéraires, les cercueils, les planches de momies, les papyrus. Il ne montre pas seulement un défunt, il montre une identité idéale, habillée pour l'éternité. Au Met, la planche de momie de Gossochen et les cercueils de Caroucher donnent des détails très précis. Perruque bleue ou tripartite, bandeau large collier retombant sur la poitrine, parfois grande boucle d'oreille. Du côté du British Museum, le papyrus Greenfield Ce papyrus Greenfield montre une princesse prêtresse avec une très longue perruque, un cône parfumé et la robe drapée jugée élégante à son époque. Le musée souligne même que cette robe correspond au canon de beauté féminin de la période. On sent donc un déplacement. Le vêtement n'est plus seulement un costume de vie quotidienne ou de cour, il devient un langage sacré, funéraire, presque théologique. Dans une société où les grandes institutions religieuses, notamment thébaines, jouent un rôle majeur, les accessoires et la coiffure deviennent des marqueurs centraux de dignité et de protection. Enfin, les périodes tardives au sens large, mais basse époque, période perse et horizon ptolémaïque, entre environ 664 avant notre ère et la fin du royaume lagide. Là, la mode devient passionnante parce qu'elle regarde à la fois vers le passé et vers l'extérieur. D'un côté, les sources du Med insistent sur un phénomène majeur. Les souverains saïtes admirent les modèles de l'Ancien et du Nouvel Empire. Il y a donc un vrai archaïsme assumé, une volonté de réemployer des formes anciennes pour paraître légitimes. Mais, de l'autre côté, les influences étrangères deviennent visibles. Sous la domination perse, certains grands officiels égyptiens adoptent des vêtements et des bijoux inspirés de la cour achéménide. Le Brooklyn Museum s'illustre parfaitement avec la statue de Ptahhotep. Veste à manches évasées, jupe drapée, bracelet et torque perse auquel s'ajoute pourtant un pectoral bien égyptien. C'est presque une silhouette diplomatique en pierre. À côté de cela, les traditions locales restent puissantes. La figurine du Met, Isis, allaitant en russe, porte une robe longue et étroite, un large collier et une perruque tripartite partiellement couverte d'un couvre-chef vautour. Le cercueil de Wedjarenes, toujours au Met, montre encore une perruque tressée, un grand collier de fête et un système symbolique très égyptien. Puis, avec les Ptolémées, le monde grec s'impose sans effacer totalement les codes locaux. Le maître rappelle que l'époque ptolémaïque combine une forte continuité égyptienne et des interactions avec l'art grec sur fond de commerce méditerranéen intense, de villes mixtes comme Naucratis ou Alexandrie et de populations plus diverses. La mode de l'Égypte tardive n'est donc ni purement traditionnelle, ni simplement étrangère, c'est une mode de mémoire, de contact et de recomposition. Au fond, ce voyage montre une chose simple. En Égypte antique, la mode n'est jamais un détail. Du lin précoce de Tarkhan aux drapés somptueux du Nouvel Empire, des grandes perruques funéraires de la troisième période intermédiaire aux silhouettes égypto-perses des périodes tardives, chaque vêtement est un message.
Il parle du climat, oui, mais il parle surtout du pouvoir, du prestige, du genre, du rituel, du commerce et de l'identité. La mode égyptienne, ce n'est pas seulement du blanc, du lin et des colliers, c'est une manière d'écrire l'histoire sur le corps. J'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo que je vous ai faite, assez concise je pense. J'espère que vous aurez aimé ma première vidéo sur l'histoire. En tout cas, celle-ci parle de la mode. Je ne sais pas comment je vais faire pour continuer, si je continue à faire des vidéos d'histoire ou à faire des petits montages IA, je ne sais pas. En tout cas, sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à liker et à commenter. Et je vous dis bye bye en Égypte ancienne. Allez voyager. Réécoutez la vidéo. À plus tard.